Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du soir sur la télévision du monde, tout au clair. Des établissements du triangle national, dans ces établissements, il y a un nouveau phénomène qui accourt, le phénomène des attouchements, des actes sexuels. C'est une dérive, certes, mais c'est un phénomène de société qui semble aujourd'hui miner les établissements de l'ensemble triangle national au-delà de ces actes sexuels enregistrés dans les établissements du triangle national, le phénomène de l'insécurité, des bastonnades quasi quotidiennes d'élèves entre élèves et enseignants, mais aussi on a enregistré, faut-il le rappeler, c'était à Douala, au lycée de PK21 précisément, un élève qui a malheureusement empoigné son camarade à l'aide des ciseaux. Celui-ci a rendu l'âme. Ce phénomène criard qui semble s'établir au fait leur nid dans les établissements scolaires du triangle national. Pourquoi? Comment ces phénomènes peuvent-ils être récurrents dans nos établissements au lieu de l'apprentissage, de la transmission du savoir et de la connaissance, mais également de l'éducation et de la moralisation des apprenants? Pourquoi ces phénomènes ont cours là-bas? On aura le temps de faire le tour dans le cadre de cette émission de Tout au clair, surtout qu'il y a quelques jours encore à Yaoundé, ce sont les élèves du lycée de Kounou et de quelques établissements privés de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, qui eux ont été interpellés par les éléments de la police nationale. Ces derniers ont justement été d'une vaste opération en rapport avec des actes de proxénétisme ou de partouze en groupe. L'affaire également a fait grand bruit dans la capitale politique du Cameroun. Elle nous donne donc de nous consacrer ce soir sur ces phénomènes qui ont des mœurs. À qui la fait donc de cette dérive, de ces nombreuses dérives, mieux de ces dépravations des mœurs dans les établissements du triangle national? La question est donc au cœur du débat ce soir et avec nos invités, nous ferons le tour de la question. Je rappelle, l'émission se veut être interactive. 6 96 14 03 12, 6 96 14 03 12, ou alors écrivez-nous à travers LTM TV officiel. C'est notre page sur le réseau social Facebook et vous ferez partie de ces nombreux téléspectateurs qui nous accompagnent le lundi, le mardi et le mercredi sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus d'être du rendez-vous. Dans quelques instants, la présentation du panel. Ils sont 5 acteurs à nous accompagner ce soir dans le cadre de ce débat intellectuel, débat interactif sur la télévision du monde. Et parmi ces acteurs, ils nous viennent du monde de l'éducation, donc de la vaste communauté éducative, mais également des acteurs politiques, des acteurs sociaux et même de la société civile, avec une voilà donc la problématique, la thématique qui va conduire nos débats ce soir dans le cadre de ce programme. Et parmi nos invités de ce soir, l'enseignant, mais par ailleurs syndicaliste, mais aussi parent d'élèves, lui c'est Raoul Lemopi. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Raoul Lemopi. Bonsoir Frédéric et bonsoir de l'honneur que vous faites en nous conviant à ce débat. Vous allez me permettre en quelques secondes, n'est-ce pas, de dire tous mes encouragements aux enseignants du collège polyvalent. Susanna, vous avez eu à relayer, n'est-ce pas, la situation qui se déroule là-bas, qui justement a eu le courage de poser le problème et de trouver les moyens justes pour se faire entendre. Je voudrais profiter de la tribune que vous m'offrez pour tirer un coup de chapeau particulier au promoteur ou à la promotrice de LTM Télévision. Permettez-moi enfin de dire aussi bonjour à Comme Cyril, un enseignant de philosophie au lycée bilingue de Moulin-Brazzaville. Il est, je peux le dire déjà aussi, un rescapé de ce cannibalisme pédagogique que l'on observe à Susanna. Je ne vais pas terminer nécessairement sans dire bonsoir à mon coordonnateur national, le secrétaire national du SNAS, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, M. Kafou.
Merci à vous, Raoul Lomopi. Un acteur politique est avec nous ce soir. C'est le représentant du Parti camerounais pour la réconciliation. Vos millions de téléspectateurs, bonsoir à ceux qui m'accompagneront ce soir comme copanélistes. Je dis bonsoir à toute la communauté, c'est dans le Nyong-Ekele, et une motion particulière au maire de cette communauté-là, qui après un an de magistère à la mairie, on peut voir des réalités de soutien à lui, à ce camarade-là du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il y a une motion de censure à son encontre, lancée par une vague, alors une bonne frange de conseillers municipaux. Monsieur Moutomé, vous savez, nous sommes dans une société où la norme vous recevez, c'est des personnes qui pensent que vous êtes là pour le copinage, c'est des personnes qui pensent que vous êtes dans une gestion en embuscade. Donc, ce que le maire des ECA, ce dont est victime le maire des ECA, c'est simplement son dynamisme. Il est victime de son professionnalisme et de l'action du terrain qu'il ne cesse de mener. Ceux qui sont des militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, les vrais, ceux qui sont des citoyens camerounais qui ont envie d'un mieux-être, qui souhaitent avoir du changement véritable, ne peuvent que tirer un coup de chapeau à ce maire-là. Mais pour ceux qui sont des adeptes du mutisme et de la stagnation, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Mais le maire continue à faire son travail. Nous en reparlerons, nous accompagnerons dans le cadre de ce débat du soir sur LTN. Et parmi ces acteurs, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il est également universitaire. Lui, c'est le docteur Patrick Riffo que nous recevons une fois de plus dans le cadre de cet échange. Docteur Riffo, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous ceux qui sont câblés sur votre chaîne ce soir. Merci à vous de cet échange. Et puis nous avons également dans le cadre de cette émission un acteur de la société civile. Elle a plusieurs casquettes, mais davantage celle-là nous la retenons. Elle s'appelle Stéphanie Bonze Mangang. Elle est avec nous dans le cadre de cette forme des OSC du littoral. Et bonsoir à tous les acteurs des OSC. Ce sont eux qui font du travail de relais sur le terrain. Merci à vous qui faites le travail de relais sur le terrain. On espère avec vous comprendre ce phénomène véritablement et pourquoi ce phénomène est parti de la rue pour se retrouver dans les établissements. Et davantage, vous êtes une dame, vous pourrez nous expliquer le phénomène puisque les femmes sont également impliquées. Une fois de plus de renouveler cette émission qui... Et j'espère que vos téléspectateurs ont vu hier l'importance d'avoir une culture du débat politique, dans la mesure où, grâce à cette émission, ce que nous avons eu déjà il y a quelques mois à reprocher à certains acteurs qui se réclament de la lutte pour évincer le régime du président Biya, mal approprié pour faire le mauvais jeu qu'on les envoie faire sur les plateaux de télévision, des gens qui nous disaient que leurs organisations dites de la société civile... Non, je tire des conclusions qui sont nécessaires. D'abord pour la qualité, mais en même temps pour dire que les gens voient donc que les gens qui vous disent « Non, nous sommes des indépendants » et vous disent ensuite que nous sommes financés par l'ambassade des États-Unis. Merci beaucoup. Nous sommes financés par merci. Le sujet ce soir porte sur les établissements scolaires, notamment sur cette dérive. Essayez de recenser les établissements sans être exhaustif, hein. L'affaire a commencé avec Kribi, le lycée bilingue de Kribi, où une vidéo a fait le tour de la toile. Le ministre est monté au créneau. Après Kribi, c'était Kumba, où les élèves se sont retirés de l'établissement pour se retrouver au bord d'un cours d'eau, pour se livrer justement à ces actes sexuels. Et ensuite, on a eu le cas de Kounou, il y a quelques jours encore, où les élèves, une fois encore, ont quitté l'établissement, cachant leur tenue, se retrouvant dans un domicile pour se livrer à des actes jusqu'ici. Que finalement, l'école soit devenue, permettez-moi l'expression, l'école de la pornographie. L'école n'est pas l'école de la pornographie parce qu'on n'enseigne pas la pornographie à l'école. Elle est tout simplement, malheureusement, un cadre où des comportements pervers qui sont à mettre à l'actif de toute la société viennent s'exprimer. Et là, vous avez des dérives de mœurs.
Mais avant ces dérives de mœurs, il y a la criminalité tout court. Il y a des violences à l'endroit des enseignants. Toute chose par ailleurs qui est inadmissible dans la mesure où que la préoccupation des parents, des animateurs de l'espace scolaire et l'espace éducatif d'une manière générale devrait être de rechercher qu'est-ce qui peut justifier cette évolution dans la dérive des mœurs, la recrudescence de ce type de comportement et quelles sont les réponses que la société est en train d'apporter ou envisage d'apporter. Quand j'ai fini de dire ça, sentiment corporel. Je suis partisan qu'on discipline les enfants, qu'on les punisse le cas échéant. Et pour cela, ça sera d'ailleurs l'alté, apporter un coup dur à ce que nous avons de culturel et de traditionnel dans le mécanisme de transmission des valeurs, pas seulement du savoir, mais des valeurs, au point que l'abandon de ce qui a fait le pervers qui nous préoccupe ce soir. Je vous ai gardé 2-3 morceaux choisis. Très rapidement, Ben. Le roi Salomon disait déjà, il y a très longtemps dans l'Antiquité, dans Proverbes chapitre 22, verset 15, que la sottise est attachée. Il dit plus tard, dans Proverbes chapitre 23, verset 13, ne refuse pas la discipline aux garçons. Si tu le frappes avec le bâton, il ne mourra pas. Tu dois le frapper avec le bâton pour délivrer son âme du Sheol. Donc la punition corporelle, le châtiment corporel, malheureusement nous avons écrit une constitution corporelle, est un traitement inhumain et dégradant. Donc à proscrire. Le résultat de cette proscription, nous les voyons aujourd'hui. D'accord. Alors, Jacques Bertrand, la situation est qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on en soit arrivé là? Monsieur Moutombe, il faut comprendre que ce phénomène a des causes. Ce phénomène a des causes qui sont palpables et visibles par tout le monde. Il y a d'abord une absence et une faiblesse du cadre disciplinaire, c'est-à-dire que le règlement intérieur. Est-ce que le règlement intérieur est encore appliqué et applicable dans les établissements de nos jours? Qu'est-ce que les téléphones portables irresponsables? C'est-à-dire que les établissements conçoivent un modèle de tenue qui est dédié aux élèves, mais vous vous rendez, atteint plus les genoux et tout. Vous avez maintenant la promiscuité, c'est-à-dire que vous avez des élèves et des enseignants qui se retrouvent aux mêmes endroits lorsqu'il faut aller. Et à partir de là, il y a un mépris qui s'installe. Maintenant, il y a aussi un manque total de repères. C'est-à-dire que vous êtes dans une à ces actes-là. Je ne vais pas vous faire l'historique ici sur les réseaux sociaux des scènes de ce genre qui se sont retrouvées, qui est celui de la consommation des stupéfiants. Vous savez, le ministère de l'enseignement secondaire a initié une étude récemment qui a démontré que 82% des jeunes à l'âge de pendant des heures de cours, 82%. Vous avez 25% qui ont déjà fumé une cigarette à des heures de cours. Vous en avez 54% qui ont déjà consommé ce qu'ils appellent la chicha, c'est-à-dire une sorte de potion où ils ont mélangé l'alcool, le tabac et tout. Et notre société, la banalisation de la violence par les médias, la télé. Vous avez la banalisation même des actes sexuels projetés à la télé, alors qu'à ces heures-là, les enfants il est possible que les enfants soient en train de regarder la télé. Et vous avez même des scènes qui sont contre nature. Ces phénomènes-là, la violence, la sexualité et tout. Et maintenant, vous avez
de veiller sur l'éducation de leurs enfants. Parce qu'un parent, quand il envoie son enfant à l'école, c'est pour avoir un enseignement scientifique. Mais maintenant, l'éducation à elle-même est prioritairement une chose. Les enfants éveillés pour pouvoir suivre, s'assurer s'ils ont été à l'école, s'ils ont fait leurs devoirs et tout. Donc, nous sommes donc dans ce fourre-tout-là qui nous rend ce rendu. En modernité à la consommation de stupéfiants, c'est ce que vous nous dites ici, Stéphanie? Moi, je commencerai par dire la dépravation des mœurs, ce n'est pas totalement la faute aux autres. Je vais prendre... C'est d'abord la faute aux jeunes, à l'enfant même. L'enfant se doit d'être conscient. S'il se retrouve en train d'être dans d'autres jargons, c'est pas de la faute. C'est les parents parlent de responsabilité. Que l'éducation de l'enfant, que l'éducation de l'enfant suit son cours. Dès lors que si le parent échoue, alors on ne pourrait s'en prendre directement à l'enfant. C'est vrai que l'éducation est donnée par les parents, l'éducation donnée par l'enseignant, le système éducatif et l'éducation du monde, ce que l'enfant acquiert dans la rue et autres. Toutefois, la dernière, l'éducation du monde, prévoit sur les deux autres parents. Si déjà, je n'inculque pas des valeurs dès la base à mon enfant, en disant le matin, tu te lèves, tu dis bonjour, tu salues, tu vas à l'école, et puis ce n'est pas l'enseignant qui viendra le faire. Et aussi le monde va prévaloir sur l'enfant, et puis il va se lancer dans toutes sortes de choses. Bien entendu. Alors, M. Mopi, vous êtes enseignant, vous êtes au cœur même de cette éducation-là. Que se passe dans les établissements? C'est la faute de qui? C'est vous les responsables? C'est les parents? C'est la société? Ok. Je crois que le problème est assez sérieux et assez vaste pour qu'on puisse, n'est-ce pas, l'aborder, la finalité de l'école. L'école est-elle là pour éduquer ou pour instruire? Et qu'est-ce qui est en jeu ici? Nous sommes en train de faire le paquet quelque chose qui est sain. Les chercheurs, les intellectuels sérieux qui ont réfléchi sur ces questions-là aujourd'hui, je vous prends un exemple, un philosophe comme Michel Serres, ont eu aujourd'hui le monopole de la transmission des connaissances. On évalue aujourd'hui à peu près 10%. Seulement. À peu près 10%. Demandez-moi où se trouvent les 90 autres %. Il y a les journaux, les revues, les réseaux sociaux, la télévision de classe. Ne sont pas des gardiens des temples éducatifs de l'enfant. Je crois que celle qui m'a précédé a dit quelque chose de vrai. L'éducation revient aux parents. Et maintenant, n'est-ce pas, des familles camerounaises, si on veut n'est-ce pas, relier leurs conditions au programme d'ajustement structurel, on voit les ravages que ces programmes, n'est-ce pas, ont eu à faire sur les emplois. Et comment, n'est-ce pas, la débrouillardise professionnelle s'est installée un peu partout. La femme qui habituellement était portée à encadrer les enfants, parce que c'est ça traditionnellement. La femme qui était habituée à encadrer les enfants à la maison s'est retrouvée dans le marché de l'emploi pour essayer d'accompagner son mari de manière, comme on dit, de manière triviale, a prévalu sur l'éducation. Je passe. Deuxième chose qu'il faut qu'on essaie de voir. Pour le cas précis du Cameroun, parce que c'est qui est aussi mis en cause, comme M. Manon a eu à le dire, la question du téléphone portable. Je ne connais pas une école au Cameroun où on enseigne à fumer les cigarettes, à boire de l'alcool, à faire la pornographie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En vérité, la pornographie n'est pas inédite, même dans le milieu scolaire. C'est qu'autrefois, puisqu'il y avait une généralisation de ces instruments de communication, le téléphone portable en priorité, ça s'est passé, mais peut-être pas à une échelle considérable. Ce qu'il faut voir, c'est que, à la suite, n'est-ce pas, de la question du coronavirus, où on est passé de l'école présentielle à l'école, n'est-ce pas, numérique, ou bien virtuelle, les enfants se sont retrouvés à avoir les téléphones portables sans qu'il y ait une préparation en amont.
Parce que quand l'éducation de l'enfant a déjà raté à la maison et il se retrouve avec des appareils comme cela entre les mains, il faut être sûr, pour mettre un peu de l'eau dans le vin de M. Elimbi, il faut être sûr que cet enfant qui, bien sûr, c'est vrai M. Elimbi, on est dans la civilisation de l'enfant roi, avec tout ce que cela trouve. Il y a aussi le goût de l'interdit qu'il faut comprendre. L'enfant manipulant son téléphone tombe sur les fichiers pornographiques, tombe, n'est-ce pas, sur tel lien, tombe sur tel type de contact et nécessairement essaie de voir ce qui se passe avant. Et donc, pour terminer, je ne suis pas d'accord avec certaines choses qui ont été dites sur ce plateau. La première, c'est sur la proximité, n'est-ce pas, des enseignants et des élèves qui peuvent expliquer qui sont favorisés ce type de situation. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de déclaration parce que il faut qu'on le dise clairement. Je ne connais pas, peut-être parce que ça relève de la vie privée des gens, je ne connais pas un enseignant qui peut, n'est-ce pas, enseigner à son élève, n'est-ce pas, de la pornographie, la consommation de la chicha, ou bien les beuveries de ces gens qu'on a décrits ici. On va y revenir tout à l'heure. Il y a bien des choses pour chuter. Oui, très rapidement. Pour chuter. La question, n'est-ce pas, des modèles de tenir l'applicabilité des règlements intérieurs. Disons-le clairement. Le règlement est là. L'enfant doit l'appliquer. Quand il ne l'applique pas, il y a des sanctions. Et les questions de tenue, je ne vois pas véritablement où cela pose problème, surtout dans les lycées. Parce qu'il y a quand même une uniformisation de ces choses. Dans mon lycée, par exemple, le lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, il faut qu'il y ait une uniformisation telle que la manière dont les tenues ont été présentées, les coutures des tenues ont été présentées, il n'y a même pas la possibilité, comment on va le dire comme ça là, de permettre à la jeune fille ou bien au jeune garçon de faire voir tout ce qui rappelle le sexe. D'accord. Alors, docteur, il faut voir à la fois dans le sens social, comment est-ce que vous pouvez analyser cette situation aujourd'hui qui a cours dans les établissements scolaires du Triangle national? Bon, écoutez, c'est une question importante et il faut commencer par bien situer la problématique. Mais pour le reste, on ne peut qu'émettre des hypothèses parce que pour le cas du Cameroun, il n'y a pas des études qui ont déjà été réalisées pour identifier les causalités de manière précise. Lorsque l'on parle des dérives qui concernent l'école, il peut effectivement s'agir, Elimbi Lobel a relevé, de la violence. Et lorsqu'on parle de la violence peut avoir lieu à l'école ou autour de l'école. Parce que souvent, les apprenants, les enseignants sont victimes de violences autour de l'école. Pas dans l'enceinte de l'établissement, mais cette violence-là est souvent liée à leur activité dans l'enceinte de l'établissement. Il y en a qui ont été assassinés en plein établissement. Oui, j'ai dit la violence à l'école et autour. D'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il peut s'agir des pratiques liées au comportement sexuel et dans ce cas, il va s'agir des pratiques de comportement sexuel de sexe collectif comme ce dont on parle en raison de l'actualité récente. Je voudrais d'ailleurs indiquer que ce type de pratiques ne sont pas inédites dans l'histoire de l'école. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune lycéen, on parlait de rallye. Et quand on parlait de rallye, c'était des pratiques sexuelles collectives, où 5-6 élèves allaient avec une fille. On parlait de Mpoti, j'ai entendu parler de ça. Qu'est-ce qui change entre cette période-là, c'est-à-dire la période où moi je suis un jeune lycéen, et aujourd'hui, c'est la médiatisation. Parce qu'aujourd'hui, nous percevons ces phénomènes à travers quoi? À travers le prisme médiatique, qui est souvent un prisme très grossissant. Ce qui fait que vous allez avoir des pratiques qui sont à la marge, mais on a le sentiment, justement par le regard que les médias jettent sur ces pratiques-là, que ce sont des pratiques qui sont généralisées. Puisqu'à chaque fois qu'il y a une situation, vous, les médias, vous en parlez et vous donnez à ces situations-là une ampleur qu'ils n'ont pas. C'est l'effet de loupe qui est un effet grossissant. Je ne dis pas ça pour banaliser ces pratiques qui sont des pratiques préoccupantes parce qu'elles ont lieu à l'école, mais je voudrais qu'on comprenne bien que justement, dans ce dont on parle, il y a une dimension médiatique qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, d'où ça vient? Et c'est à ce niveau que je dis, on ne peut que raisonner par hypothèse.
on ne peut pas établir de manière claire les déterminants de ces pratiques-là. Un certain nombre ont déjà été évoqués par les panélistes qui se sont exprimés tout à l'heure. Moi, je voudrais commencer par quelque chose de très simple, c'est la question du modèle. L'école, pendant longtemps, a été le principal ascenseur social dans notre société. Mais nous sommes passés d'une situation pour laquelle l'école, c'était l'ascenseur social par excellence, à une situation où l'école est un ascenseur social parmi tant d'autres. Et donc, le modèle, ce n'est plus le maître d'école primaire, le modèle, ce n'est plus l'universitaire, le modèle, ce n'est plus le chercheur qui a réussi. Le modèle, c'est Fleur de Lille. Et ça, c'est ce qu'on voit quand on va dans le Facebook camerounais. C'est d'elle qu'on parle. Et les jeunes s'identifient à elle et ils se disent que bon, tiens, on peut d'ailleurs réussir, on peut très bien réussir, on peut devenir une célébrité, on peut faire de l'argent sans aller à l'école. Donc il y a la question des modèles. Est-ce que l'école reste cet élément inspirant qui fait que quand je regarde la réussite de X, je me dis, moi aussi je dois m'investir à l'école. Ou alors je me dis, bon, de toutes les façons, je peux réussir autrement. Donc il y a ça. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où l'école a cessé d'être le principal ascenseur social. Les gens réussissent en utilisant d'autres moyens et souvent en utilisant leur corps. Et les jeunes, ils en sont conscients. Et malheureusement, on parle de... D'ailleurs, ça fait partie de ces pratiques que nous décrions. La question du porte-monnaie magique. Mais vous avez des élèves, récemment, l'actualité récente à Kribi, c'était quoi? Des jeunes lycéens qui se mettent en tête qu'il faut s'enrichir en recourant à ce type de pratique. Bon, moi, je me souviens que quand j'étais lycéen, personne ne rêvait de s'enrichir dans l'immédiat. On rêvait de réussir notre vie et d'avoir l'argent, mais on se disait ça va être un peu plus tard. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, ils veulent avoir l'argent ici et maintenant. Parce qu'ils voient un certain nombre de modèles qui leur disent que c'est possible. Donc, vous avez cette dimension-là qui, je veux dire, relève de l'imaginaire et qui relève du macro. Maintenant, vous avez d'autres éléments qui ont été évoqués ici par les autres. Je ne voudrais pas nécessairement tous les reprendre. Je vais en mentionner quelques-uns. Le premier élément, c'est effectivement le rapport qu'il y a, le fonctionnement même de ce qu'on appelle la communauté éducative. Parce que quand on parle de la communauté éducative, ce sont les enseignants, moi j'en suis un, ce sont les apprenants, mais ce sont aussi les parents. Or, nous sommes dans une situation aujourd'hui où, c'est-à-dire ce triangle-là a disparu, il n'y a plus de triangle. Vous avez les enseignants et les apprenants. Les parents sont absents. Il n'y a qu'à voir, vous prenez un simple indicateur, c'est la présence des parents aux réunions qui sont organisées dans le cadre du suivi. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent absolument. Voilà, ils ne viennent pas. Or, si vous laissez cette situation où on part d'un triangle, où chacun doit jouer sa partition, à une situation où il y a seulement un dialogue entre l'apprenant et l'enseignant, mais vous comprenez que ça ne peut pas marcher. Et nous commençons à en payer le prix, malheureusement. On en paye malheureusement le très lourd prix. Regarde la situation qui a cours. Plusieurs établissements font l'objet de cette situation. Le représentant du RDPC, le docteur Ifo, qui est par ailleurs enseignant, mais dans le secteur universitaire, précise que c'est la médiatisation qui davantage fait grossir les faits. Donc on devrait considérer ces actes de son point de vue comme étant des actes de faits divers, des actes banaux qui devraient passer comme des lettres à la poste. Non, pas faits divers. C'est-à-dire comme des actes isolés. Il ne faut pas, je dis... Est-ce que dénoncer, est-ce que le fait de dénoncer par les médias, comme c'est fait à LTM et dans plusieurs autres médias, est mauvais pour la société? C'est très bien. Je vous encourage d'ailleurs. Je ne comprendrai pas un discours qui voudrait dire qu'il ne faut pas dénoncer le mal. Il faut dénoncer le mal. Il faut en rendre compte. Même s'il y a 30 ans, vous croyez qu'il n'y avait pas beaucoup de mots M-A-U-X qui se produisaient. Non, il y en avait. Et il faut dire des choses extrêmement pertinentes.
Mais on ne peut pas considérer une responsabilité de la presse en disant la presse en parle. Parce que si vous dites comme ça, on risque d'entendre que c'est considéré comme problème parce que c'est la presse qui en parle. Donc si la presse n'en parle pas, ça ne sera pas très fréquent. C'est faux. Si la presse ne parle pas des gens qui fument la chicha, on la fume. Partout. Ce n'était pas un temps de base. Pourtant, c'est un danger dans les conseils comme la société. Le raisonnement, quelque part, ne fonctionne pas bien. Pourtant, il a dit des choses extrêmement pertinentes sur la façon dont se dérive, se développe, se structure. Mais avant de revenir là-dedans, le syndicaliste de l'éducation, je croyais qu'il allait aller au bout de son développement. Il a posé la question, quel est le rôle de l'école? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est l'instruction? Ah oui, il fallait nous donner votre position. Parce que vous êtes un élément structurant du système. De quel système? Il n'y a pas un ministère de l'instruction. Ça n'existe pas. Même il y a un ministère de l'éducation de base. Et le ministère des enseignements secondaires. Alors, l'éducation de base. Alors, je prends acte que le ministère de l'éducation de base est un ministère qui assure la transmission du savoir. Donc, cette dichotomie que vous voulez produire, en réalité, n'existe pas. L'éducation, c'est quelque chose de global. Il y a la partie savoir livresque. Il y a la partie savoir professionnel. Il y a la partie savoir-être, civisme. C'est pour ça que de tout temps et dans tous les pays, le ministère, c'est celui de l'éducation. Vous pouvez fractionner sa éducation de base comme on a fait. C'est d'ailleurs à tort. Pour moi, c'est à tort. Couper éducation de base, enseignement secondaire, enseignement professionnel, etc., formation professionnelle, tout ça, c'est trop compliqué. En fait, c'est un package. Quitte à ce que dans ce package, qu'on spécialise les gens, mais c'est une seule fonction politique. Fabriquer le citoyen. Maintenant, si nous sommes dans l'idée que l'éducation, c'est tout ça, on va donc comprendre les responsabilités de toutes les franges. Parce qu'il y a donc plusieurs franges. Il y a la frange familiale qui a un travail à faire là-dedans. Mais si la frange familiale seule fait son travail, vous n'aurez pas non plus une bonne éducation. Il y a la frange professionnelle assurée par le système de transmission du savoir que sont les enseignants et les établissements scolaires et la politique scolaire, la définition des programmes, les livres. Parce que le programme, c'est quoi? C'est savoir comment le monde est organisé, c'est connaître la biologie, c'est connaître... Ensuite, c'est ça. Ensuite, il y a la professionnalisation. Tous ces segments-là doivent être dans une synergie pour obtenir le citoyen que nous souhaitons. Le problème n'est pas tant l'organisation de cette synergie, le problème c'est est-ce que les différents maillons ont convenablement les outils qu'il faut. Et je dis non. Parce que ce soit dans la frange familiale, que ce soit dans la frange, la transmission du savoir, l'école, on a enlevé aux acteurs les outils qu'il faut. L'un de ces outils, c'est le châtiment corporel. On a enlevé ça. On n'a pas seulement enlevé ça au lycée. On n'a pas enlevé ça à l'école primaire seulement. On a enlevé ça même à la maison. Vous avez aujourd'hui dans le monde, parce que le problème n'est pas camerounais, hein, vous allez en France, vous avez les mêmes dérives. Le parent, comme le maître, ne peuvent pas punir l'enfant en lui infligeant un châtiment corporel. On a estimé au nom de la modernité qu'on pouvait obtenir les résultats qu'on obtenait hier
avec le châtiment corporel, par des mécanismes du genre, on parle à l'enfant, le discours, les travaux forcés. Mais il faut que vous parlez à l'enfant, de toute façon. Vous voyez donc très bien que si vous parlez, il a dit quelque chose, le goût de l'interdit. Si vous parlez à l'enfant que ce n'est pas bien de voir l'acte sexuel, alors que son corps est même prédisposé à l'acte sexuel, vous comprenez très bien qu'il ne va pas comprendre l'interdit. Merci. C'est pour ça que la Bible dit, Oui, pour chuter avec ça, s'il vous plaît. châtie ton fils, tant qu'il existe un espoir. Châtie ton fils. On n'a pas dit parle-lui. Châtie ton fils. Depuis la nuit des temps. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur Lomopiraoul, vous êtes enseignant. Doit-on ramener la chicotte pour que malheureusement ce type de dérive ne se produise plus, que ces actes d'insécurité avec des enseignants qui meurent, qui sont tabassés, qui sont violentés, des élèves qui se tabassent entre eux, qui se font des scènes de violence et qui arrivent à ces scènes d'actes sexuels? Faut-il, c'est le point de vue d'Abeline Boulebert, ramener la chicotte à l'école? Peut-être cela permettrait de redresser ou de redorer le blason de cet univers qu'on appelle l'école, qui est le lieu par excellence de la transmission de savoir plutôt que de la déprédation des mœurs. Alors merci Frédéric de me passer une fois de plus la parole. Je crois que dans mon propos préliminaire, moi j'ai commencé par un postulat qui est simple. J'ai fait comprendre que l'école aujourd'hui n'a plus le monopole de la transmission des savoirs. Vous pouvez vérifier cela partout, c'est vrai. Et à partir de ce moment, on peut revenir dans les temps immémoriaux, pour revenir peut-être entre 50 et 60 ans. Pour ceux qui ont fait l'école relativement au même moment que moi, on va essayer de comprendre un peu l'environnement. Je me rappelle de mémoire d'élève. Je suis parti de la CIL, n'est-ce pas, jusqu'en terminale. Je n'ai pas fait un établissement scolaire qui avait une barrière. Mais nous venons tous à l'heure, 5 minutes avant le début du cours. Il y a un générique à la CATV que quand vous l'écoutiez à 14 h, vous savez là que c'est terminé, que vous êtes arrivé en retard. Je ne veux pas mimer ce générique ici. Vous voyez, le défi aujourd'hui, dans les établissements privés, c'est de faire grandir la barrière. Vous voyez? C'est-à-dire, la société parle à l'école. Et il faut qu'on ait, n'est-ce pas, des oreilles sensibles pour comprendre cela. Certains pensaient que la meilleure manière pour créer ce cadre pouvant faciliter, n'est-ce pas, un type de réarmement moral chez l'enfant, c'était d'abord de nous contraindre d'être à l'école. C'est pour ça que tous les établissements, comme vous voyez, privés, publics, ont des barrières tellement hautes, dans certains cas même plus hautes que les bâtiments. Monsieur Libino me parle depuis longtemps du châtiment. Bon, peut-être pour ceux qui croient à la Bible et ceux qui ne croient pas aux institutions. Je crois que c'est l'État du Cameroun qui a enlevé le châtiment corporel. Au nom de quoi? Auprès de quoi fallait-il? Mais il faut demander au législateur. Moi, je n'ai pas fait légistique. Il faut demander au législateur pourquoi, sachant que le châtiment corporel pouvait être un outil pédagogique pertinent, a choisi de l'enlever pour laisser l'élève libre de ses mouvements, libre de ses comportements. Je crois quand même que si vous faites un tour dans les établissements scolaires, vous avez des proches qui sont des élèves, vous allez vous rendre compte que si d'aventure un enseignant se permet de toucher à l'enfant de quelqu'un et qu'on invite son parent au lycée, je vais vous assurer que c'est sans manière que le parent, n'est-ce pas, va redresser le col à l'enseignant de suivant général. Et vous voyez dans ce contexte, puisque je l'ai dit, et c'est vrai, je suis praticien, on est justement dans la civilisation de l'enfant roi. C'est on parlait même de la pédagogie inversée. Là, c'est dans le domaine pédagogique, mais si vous rentrez dans le domaine comportemental, vous allez voir que finalement, on a comme l'impression que ce sont les enfants qui disent aux enseignants comment on va les traiter. Et c'est... Oui, monsieur Émile Bilobé. Ce sont les enfants qui disent aux enseignants comment on va les traiter. Il y a ce type de discours où les apprenants sont ceux qui essayent de dire comment on doit leur apprendre. Merci beaucoup. Et vous voyez donc que l'enseignant se trouve entre le marteau et l'enclume. Est-ce que justement, sachant le médicament qu'il faut pour cet élève, il doit l'administrer, n'est-ce pas, au dépend de sa propre intégrité physique? Parce que le parent va atterrir au lycée, c'est avec les coups de poing, n'est-ce pas, qu'il va s'exprimer. Un parent qui est par ailleurs militaire, tabassé. Ou alors, l'enseignant choisit de laisser à l'enfant toute la liberté que la Constitution, n'est-ce pas, a eu à définir pour lui, de manière à ce que
étant maître de sa propre personne, qu'il fasse ce que lui veut. Moi, je crois que le problème que pose M. Elie Bilobé doit plutôt concerner les politiques. Ceux qui décident de la manière dont il faut conduire les affaires de la pédagogie au Cameroun. Même si je ne pense pas que le châtiment corporel soit véritablement une solution. Parce que moi, je veux dire, aujourd'hui, chez moi, j'ai pris une résolution simple. J'ai crypté toutes les chaînes qui véhiculent des contenus qui ne m'intéressent pas. Chez vous à la maison? À la maison, j'ai commencé par crypter. J'ai dit, j'ai crypté toutes ces chaînes, je mets les codes. Maintenant, je décide. Je montre le chemin et vous allez suivre jusqu'à ce que vous partez chez vous. Et si pas tout ça c'est la question que j'allais poser à la dame. Monsieur Limbi, s'il vous plaît, merci beaucoup. J'ai dit que l'enjeu c'est le réarmement moral. L'enjeu c'est le réarmement moral. Stéphanie, sur la question, on semble ici rejeter principalement la faute sur les élèves, puisqu'on nous dit, et c'est ce que le praticien de l'école nous dit, à l'école, l'enfant est le roi, c'est le patron, c'est lui qui décide de ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Donc il est libre de se livrer à toutes sortes de dérives. C'est ce que dit l'enseignant sur ce plateau. Bon, je ne pense pas. Je vais commencer par définir d'abord le châtiment corporel. Le châtiment corporel apparaît comme une infliction délibérée de douleur, c'est-à-dire l'enseignant qui porte le bâton pour émettre sur l'enfant est conscient d'infliger des douleurs à l'enfant. Non. Et c'est une atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. Je vais reprendre. C'est ça la modernité. On n'a pas dit, ce que vous dites là n'est pas faux. Hein. Bien entendu. C'est ce qui est défini maintenant. C'est ça qui donne donc les conséquences, qui montre qu'on a quelque part mal réfléchi. Effectivement, monsieur Libi, je vais revenir vers vous. Vous êtes d'abord un monsieur que je respecte beaucoup. Je vous vois et puis j'approuve. Et moi, je tape mes enfants. J'approuve de temps en temps vos points de vue, mais ici, je ne suis pas d'accord avec vous. Le bâton ne peut pas revenir à l'école. Si le bâton n'a pas sa place à l'école, il y a d'autres méthodes. Les causeries éducatives. Oui, c'est ce que vous avez cru. S'il vous plaît. Nous sommes dans la modernisation. Nous sommes dans la modernisation. Le bâton n'a plus sa place. Ça, c'est... Bon, c'est un postulat que vous émettez. Monsieur Limbi, permettez d'aller au bout, s'il vous plaît. Vous l'empêchez d'aller au bout. S'il vous plaît, monsieur Limbi. On ne l'empêche pas. Vous l'empêchez. Dans la mesure. Mais sauf que vous l'empêchez d'aller au bout. Monsieur Limbi est utile ou il ne l'est pas. Le bâton n'est pas utile. Voilà. C'est le système éducatif qui est à refaire. Trouver la place du bâton dans le système éducatif, c'est approuver la nullité du système éducatif. Le système éducatif a à refaire. L'enfant a cette capacité à pouvoir comprendre. Écoutez, si on l'explique bien, pourquoi est-ce qu'on institue dans pourquoi est-ce qu'on met dans nos établissements des causeries éducatives? Pourquoi est-ce qu'il y a des clubs pour former? Non, le châtiment n'est pas... Il y a d'autres formes de punition, peut-être laver les salles de classe et autres, mais pas le bâton. Pourquoi pas convoquer le parent? Demander aux parents de mieux causer. On vous explique que les parents, lorsqu'ils arrivent, même laver la salle de classe, le parent va refuser. Le parent va dire que c'est le blanchisseur. S'il vous plaît. Non, pourquoi ça c'est dans le règlement intérieur. Tout doit être écrit dans le règlement intérieur. Je vais revenir à monsieur le syndicaliste qui a posé deux questions. Bon, une question à savoir, l'école est là pour éduquer ou pour instruire. Je vais revenir. Éduquer, c'est former quelqu'un en développant sa personnalité. Par contre, instruire, c'est donner un enseignement qui produit une finalité, l'insertion professionnelle. L'élève de nos jours ne voit plus, je reviens à M. Anissé, ne voit plus l'école comme une finalité d'insertion professionnelle parce que lorsqu'on finit les études, il n'y a pas d'emploi. Et pourtant, lorsqu'on se lance un peu comme Fleur de Lille et autres, si on peut avoir son pain quotidien de temps en temps, ça c'est la conception de l'élève. Je finis mes études, bac plus, mais je vais travailler où? Lorsque je dépose mes dossiers, on me demande le parrainage, mais ça se passe comment? Alors que si je me lance dans... Je peux avoir facilement mon... non, pas le... Je peux facilement avoir donc la faute à l'ensemble, au système éducatif, aux parents, au monde. Bon, tout le monde est responsable de cette situation. Et Jacques Bertrand, tout à l'heure, a évoqué la question de la modernité en parlant des téléphones et des films, la consommation des stupéfiants. Pourtant, on nous dit que les parents doivent jouer un rôle d'encadrement sur les enfants, mais ces enfants qui sont
parfois encadrés, même si on peut reconnaître qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait encadrés au regard de la situation, et c'est M. Lemopi qui l'évoquait, la situation précaire ou l'environnement précaire dans lequel on vit peut malheureusement permettre à ce que les enfants soient abandonnés à leur propre sort. Monsieur Moutomé, la question qui nous intéresse ici ce soir est une question primordialement sociale, mais elle a un tiroir politique. Et l'aspect politique de la thématique de ce soir, c'est la crise de valeur et le désintéressement en ce qui concerne la chose de l'école. Et je suis content parce que c'est monsieur le représentant du RDPC, monsieur Rifoué, qui a ouvert cette fenêtre-là. Et sur cette fenêtre, moi je vais lui dire qu'il y a une banalisation de l'école, des valeurs, de la méritocratie. Monsieur Moutomé, vous êtes dans une maison où vous avez votre grand frère qui a un baccalauréat plus 5. Mais vous discutez les mêmes beignets le matin avec lui, vous qui êtes en 5e, 6e. Mais vous avez l'impression, ce jeune-là a l'impression que l'école ne sert à rien. Mais est-ce que ça lui donne, non, est-ce que ça lui donne de se livrer à, toutes sortes de dérives? C'est ce que vous semblez dire. Non, ce que j'essaye de dire. Si je discute de beignets avec mon frère à la maison, est-ce que parce que mon frère et moi, on se bagarre pour avoir un morceau de pain ou un morceau de viande, moi je dois par contre aller avec mes camarades dans des dérives. L'expression ne me plaît pas beaucoup, monsieur le Monsieur Moutomé, soit vous faites de la mauvaise foi, ou alors vous refusez que nous puissions ouvrir ce côté politique de cette question vous êtes ici pour qui est sociale. Voilà. Et moi, je souhaite donc que nous abordions ce pan, parce que c'est même de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, puisque on a évoqué l'histoire ici, et on a bien dit que à l'époque, il y avait des comportements qui étaient déviants et tout. Mais ça n'avait pas cette ampleur que cela a aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'école est banale. C'est-à-dire qu'on a l'impression dans notre société, dans le régime qui nous gouverne, dans le système qui est le nôtre aujourd'hui, qui est encouragé par les amis de M. Rifoué, que l'école ne sert à rien. Puisque même au quartier, on vous dit que oui, tu as fait l'école et tout, ça sert à quoi? Tu me dépasses avec quoi? La finalité. Le plus important dans la société qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la facilité, c'est le gain facile. C'est la richesse, c'est l'enrichissement à outrance. C'est-à-dire que on fait tout pour banaliser ce qui est de l'ordre du mérite. Vous avez beau faire l'école, vous avez beau être intelligent, vous êtes brillant, vous avez des compétences. Mais si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir sortir ceux qui sont dans votre entourage de la promiscuité, il y aura toujours certaines personnes qui penseront que cette affaire de l'école ne sert à rien. Moi, je pense donc qu'on devrait commencer à donner de la valeur à l'école. Donner de la valeur à l'école, ça veut dire que les produits de l'école doivent être récompensés. Ceux qui ont pu passer leur temps à l'école devraient pouvoir avoir une place au soleil. Ça, c'est un problème. Et c'est ce problème qu'on doit pouvoir résoudre. Lorsqu'on aura résolu le problème des débouchés après l'école, on n'aura même plus besoin de fouetter les élèves. On n'aura même plus besoin de fouetter les enfants. Chaque enfant comprendra que pour que je puisse avoir une voiture, une maison, pour que je puisse être riche, il faut que je m'intéresse à l'école. Ça va venir de soi. Ce n'est pas pour dire que je ne suis pas pour le châtiment corporel, mais je dis qu'il y a une autre solution. Je rappelle que vous avez fait le châtiment corporel au lycée. Oui, mais attendez. Moi, à la maison, je fouette systématiquement lorsque ça ne va pas. Parce que je fais tout pour faire comprendre à ces enfants que il faut être droit. La société, et dans cette droiture, non, la société, vous savez, la société civile n'entrera jamais dans ma maison parce que je ne fouette pas mon enfant pour lui faire du mal, mais je lui montre le mauvais côté des choses et je lui enseigne comment est-ce qu'il faudrait mieux se comporter. Que vous le fouettez pour lui faire du mal ou pas,
vous êtes en train de violer le droit de cet enfant. Je crois que, écoutez, non, moi je ne veux pas, ne m'amenez pas dans cette histoire de fouet. Vous serez en train de dérouter totalement le raisonnement que je suis en train de porter ici. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que intéresser l'école aux écoliers, faites en sorte que la société puisse comprendre que l'école est importante. À l'époque, avant le régime qui nous gouverne, on savait que lorsque tu entres à l'école, tu as un certain nombre d'années à y passer, et lorsque tu en ressors, tu es un homme. Et dans notre société aujourd'hui, pour qu'on te considère comme étant un homme, il faudrait que tu puisses avoir des choses. Maison, voiture, épouse, enfants et tout, que tu puisses les entretenir. Lorsque on n'aura pas fait en sorte que ces enfants-là puissent comprendre que ce n'est pas à l'école qu'on obtient toutes ces choses, on sera dans les mêmes problèmes. Donc venir dire que le fouet ou pas le fouet, je pense que c'est un faux débat. Parce qu'on n'ira jamais dans toutes les maisons vérifier si les parents ont fouetté. Avoir une société où l'école est prise comme principale valeur pour qu'on puisse atteindre la richesse, la réussite. Docteur Ifoué, Abel estime que c'est le manque du fouet qui malheureusement a conduit à ces dérives dans les établissements. C'est la conséquence de ce que l'école est devenue le lieu où chacun dicte sa loi, et principalement les élèves. Bon, écoutez, j'ai envie de dire que ceux qui ont couronné les élèves, ce sont les parents. Parce que derrière chaque élève, il y a un parent. Et en règle générale, quand il y a des situations à l'école, on les gère en fonction des possibilités que laisse le parent. Lorsque vous décidez de châtier un enfant et que son parent s'y oppose, vous ne pouvez pas y déroger. Vous ne pouvez pas vous y dérober. Donc ce sont les parents qui ont institué ces situations-là en considérant que leurs enfants étaient des œufs et qu'il fallait faire attention à ne pas trop les casser. Donc il faut les caresser dans le sens du poil. C'est ce que les parents demandent. Et lorsque vous ne les caressez pas dans le sens du poil, Raoul l'a rappelé, c'est votre intégrité physique qui est mise en jeu. Moi, je me souviens d'une époque pas si lointaine que ça, où on considérait que l'enfant, c'était l'enfant de la communauté. Donc, quand il commettait une bêtise, on n'attendait pas que le parent arrive pour le punir. Tout aîné qui était là dans la situation où il avait commis une bêtise était habilité à le punir. Mais aujourd'hui, même l'enseignant n'est pas habilité à punir un enfant qui a commis une bêtise. Il faut encore obtenir l'autorisation du parent. Et cette autorisation ne vient pratiquement jamais. Donc, c'est pas seulement la question du fouet, c'est la question de notre propre rapport à nos enfants et les valeurs que nous souhaitons les inculquer. Vous savez, les enfants, quand ils ne réussissent pas, ce n'est pas eux qui décident de passer en classe supérieure, hein. Ce n'est pas eux qui décident de changer d'établissement parce qu'ils n'ont pas réussi. Ce sont les parents. Sauf que quand vous le faites, vous faites passer un message en même temps. Vous dites à l'enfant qu'on peut progresser dans la société même quand on n'a pas réussi, c'est-à-dire en restant un parfait paresseux. Et je suis désolé, le gouvernement n'a rien à y voir. Parce que le gouvernement n'encourage pas ça. Ce sont les parents, ce sont des décisions individuelles qui se prennent dans la chambre entre monsieur et madame quand il s'agit d'un couple. C'est ce qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas qu'on... Le gouvernement n'est pas totalement mis hors de cause, mais il faut commencer par pointer la principale responsabilité, c'est la responsabilité du parent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mon propos, qu'il y a une communauté éducative au sein de laquelle vous avez les parents, les enseignants et les apprenants. Or, nous sommes dans une situation où les parents ont démissionné. Bon, quand ils sont présents pour interdire. C'est-à-dire pour que les enfants ne subissent en rien les conséquences de leurs actes qui peuvent être irrévérencieux ou amoureux comme ce qu'on décrit là. Oh. Ça, c'est quand ils sont présents. Mais en règle générale, ils ne sont pas là. Et ce qui se passe, c'est que quand vous n'êtes pas là, bon, l'éducation qui va être donnée à votre enfant, c'est l'éducation du voisin. C'est pour ça que l'expression « enfant élevé par les voisins » existe. Parce que si vous n'éduquez pas vos propres enfants, d'autres vont s'en charger. Et les autres, c'est qui? Les autres, ça peut être le groupe de pères. Les autres, ça peut être cet objet-ci. Pourquoi cet objet revient à tous les coups? Mais écoutez, je vais vous prendre, on parle de partous là. Les Camerounais
Si vous regardez, allez sur le site Alexa qui compile les données de présence en ligne de toutes les nations. Les Camerounais sont de grands consommateurs de pornographie. Et cette consommation est d'autant plus facilitée que nous avons ce téléphone qui permet la consommation individualisée ou en très petits groupes. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un écran comme celui-là pour consommer. C'est d'autant que si vous allez sur ces sites, vous pouvez télécharger ces vidéos et puis vous les partagez en petits groupes. Et c'est ce qui se passe souvent. Vous avez ces jeunes enfants-là qui sont dans des groupes WhatsApp dans lesquels on ne parle que de sexe et où on se partage ces vidéos-là. Moi, je me souviens, il faut que je prenne encore cet exemple. Quand moi j'étais plus petit, si tu voulais voir le porno, il fallait aller dans un vidéoclub. Et quand tu arrivais, celui qu'on appelait le Kachika, il te regarde comme ça, il dit non, toi, tu n'es pas habilité à entrer. C'est-à-dire que ce qu'on appelait à l'époque les grands matchs, ce n'était pas pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller au vidéoclub. On est chez soi, il suffit d'avoir quelques mégas et vous visionnez. D'autre part, aujourd'hui, et c'est sur ce point que je vais être en désaccord avec mon ami Man, mais la question des modèles n'a rien à voir avec le fait que l'école reste au centre de l'ascension sociale ou pas. L'école reste le principal ascenseur social dans cette société. Si vous voulez réussir, allez à l'école. Raoul en est un exemple. Moi, je ne considère pas que je suis à l'ombre, hein, je suis au soleil. Ça, il faut le dire. Je ne suis pas à l'ombre, je suis au soleil. Et c'est grâce à l'école, ce n'est pas grâce à autre chose. Sauf que, les mêmes enfants qui vont à l'école là, voient P. Diddy à la télé. Ils apprennent que P. Diddy est milliardaire. Et ils savent très bien que P. Diddy n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au PhD comme moi pour devenir milliardaire. Moi, je ne serai jamais milliardaire. Mais eux, ils veulent avoir beaucoup d'argent, ils veulent avoir de l'argent très vite. Mais vous allez les empêcher de se dire qu'on va faire comme P. Diddy ou on va faire comme Fleur de Lys. Non, l'État n'y peut rien parce que nous sommes dans une société ouverte et malheureusement, il y a une telle flopée de modèles que si chacun ne joue pas sa partition, bon, si les parents ont démissionné, ça va être P. Diddy le modèle et on n'y pourrait rien. Alors Abel, lorsque la scène de Kribi s'est produite, le ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Longa, est monté au créneau. Elle a demandé au proviseur de respecter ou d'appliquer le règlement intérieur stricto sensus qui demandait la radiation pure et simple. Je pense que je passe le contrôle de l'enseignant sur ce plateau de ces enfants-là. Et dans la même foulée, il y a eu le cas de Kumba. Doit-on systématiquement radier les enfants parce qu'ils se sont livrés à ces scènes-là? C'est peut-être le cas également de ceux des Kounou. Cette quinzaine de jeunes dont l'âge varie entre 13 et 18 ans qui pratiquement pendant un mois se retrouvaient tous les jours dans le domicile d'un parent qui lui ne savait pas que son fils avait ouvert sa maison à des pratiques pas tout à fait orthodoxes. La Bible nous apprend une fois de plus que éviter ce qui marche de manière désordonnée. La radiation est quelque chose de normal. Pourquoi vous voulez garder dans l'enceinte de l'école des enfants qui ont choisi de ne pas être conformes à ce qui est attendu là-dedans? Donc c'est normal qu'on les radie. Mais c'est une position extrême aussi. Non, elle n'est pas extrême, elle est même tout à fait ordinaire. Puisque on ne radie pas seulement quand vous êtes indiscipliné. On vous radie aussi quand vous ne travaillez pas bien. Des résultats. L'école n'est pas là pour tolérer l'incapacité. Elle est là pour vous rendre capable. Mais lorsque vous choisissez d'être incapable, il est normal que l'école se sépare de vous. Moi, je ne ferai aucun débat là-dessus. Par contre, il y a d'autres champs sur lesquels je suis en train de faire un effort pour montrer que vous ne pouvez pas demander au système éducatif les résultats en lui refusant un outil essentiel pour obtenir ces résultats. C'est ça le débat. Pourquoi vous accrochez au foie? Parce que ça a donné de bons résultats. Et parce que ça n'a pas simplement donné de bons résultats, mais c'était la preuve d'une continuité de responsabilité. C'est-à-dire que le maître, l'enseignant, était considéré comme la suite du parent.
l'autorité parentale ne s'arrête pas dans la famille. À une certaine époque, l'autorité parentale est partagée par l'enseignant. Autant l'enseignant peut te parler, autant il peut te punir. Et il te punit exactement de la même manière que le parent te punit. Donc il y a une continuité dans la responsabilité, dans le processus d'éducation. Le parent commence. La suite, c'est à l'école. Or, Rousseau vous montre très bien comment les parents, sous le prétexte de la modernité, vous avez vu la réaction d'une moderne. Moi, je ne suis pas moderne. Vous êtes archaïque alors? Je ne suis pas archaïque, je suis attaché à ce qui a fait ses preuves. Dans le c'est donc elle parle de preuves. Donc si je tape mon enfant, c'est qu'il est un esclave. C'est que vous êtes un esclavagiste. Pourquoi? Je l'ai soumis à un travail forcé. Mais vous le je le soumets à l'expression de l'autorité. Et c'est recommandé depuis la nuit des temps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans tous les enseignements qui ont fondé le monde, vous ne trouvez nulle part là ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est le produit des réflexions et des comportements liberticides de certaines sociétés qui veulent les banaliser. Quand des gens font des débats sur l'homosexualité, quelle est la société traditionnelle où l'homosexualité était? Il s'agissait de pratiques marginales. Et qui restait marginal. Pourquoi? Parce que le commun de la société considérait que c'était une faute. Or, vous avez des discours politiques, publics et l'organisation de la propagande, de la promotion pour sortir un tabou de ce qu'il est. Il était un tabou. On le sort de là. C'est que le premier président de la Cour suprême nous dit dans son exposé parlant au juge, où il dit il y a manifestement des comportements illégaux qui prétendent tirer leur source de l'expression de liberté. C'est-à-dire qu'on vous dit que l'homosexualité, qui est illégale, en fait, vous êtes en train d'interdire une liberté. C'est comme ça qu'on a donc raisonné pour dire aussi que le châtiment corporel, qui est un outil essentiel dans la compréhension de l'autorité et la transmission des savoirs de toutes les formes, que ce soit le savoir moral, que ce soit le savoir livresque, professionnel, on a enlevé ça entre les mains de ceux qui ont cette responsabilité pour remplacer ça par les causeries éducatives. Les causeries éducatives ne sont pas une invention. Tout le processus éducationnel est une causerie éducative. Qu'est-ce que vous appelez causerie éducative? Quand le maître vous apprend à calculer, vous êtes en train de parler. Le maître ne vous a pas toujours tapé. Il vous a tapé quand il vous a déjà appris que 2 fois 2 égale 4 et que vous n'apprenez pas vos leçons à la maison. Et quand il sait que vous n'apprenez pas vos leçons à la maison parce que comme il est la continuité de l'autorité parentale, il sait qu'à la maison, les parents considèrent à partir du moment où... C'est avec ça que vous allez chuter avec. Oui, à partir du moment où les modèles ont changé. Quelqu'un joue au ballon, il est multimilliardaire et c'est lui qui rencontre les chefs. À partir de ce moment-là, mais si vous avez ensuite un autre discours, parce que contrairement à ce que m'en dit, l'école n'a pas pour rôle de vous donner du travail. Ce n'est pas le rôle de l'école. L'école vous donne la connaissance et vous utilisez cette connaissance pour régler vos problèmes. De faire ce travail quand il y a un besoin qui s'exprime quelque part. Donc, cette corrélation, chômage, égale explication des dérives sociales, ce n'est pas une... Cette vidéo qui a fait le tour de la toile, ce n'est pas la première. Il y a eu celle de Kribi, celle de Kumba est un peu restée, ou elle a très vite a été retirée de ses réseaux sociaux. Alors, en tant qu'enseignant, lorsque vous voyez ce type de vidéo, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez échoué?
Non, mais je ne peux pas avoir le sentiment que j'ai échoué parce que je peux vous parler aussi des commissaires que j'ai formés, des magistrats, des avocats et toute cette catégorie professionnelle. Quand on voit des scènes comme ça dans un établissement scolaire, on doit pouvoir se dire qu'il y a quelque chose. Encore que ce n'est pas le premier cas. Il y a le porte-monnaie magique. Après le porte-monnaie magique, immédiatement, l'environnement est suffisamment éducationnel pour donner la plénitude aux enfants de ne pas se livrer à ce genre de scène. Vous voyez, on va revenir toujours à ce que j'ai dit. J'ai dit dès le départ que l'école aujourd'hui, n'est-ce pas, n'est plus le monopole dans la transmission des savoirs. Et je crois que ce que M. Man essaie de démontrer m'a reconforté dans cette position. Parce que justement, il faut qu'on se comprenne très bien. Je vais un peu aller dans son sens, peut-être pour m'en éloigner quelques instants après. M. Man n'est pas en train d'inventer quelque chose. L'Institut national de la statistique, en 2018, il est clairement reconnu qu'au Cameroun, la capacité entrepreneuriale décroît avec le niveau d'instruction. C'est clair. Et les chiffres sont là. On vous fait remarquer que 48% d'entrepreneurs ont un niveau équivalent au BPC. Et que 19% n'ont même pas de diplôme. C'est-à-dire même le CEP là. Dans les cas les plus extrêmes. Et seuls 8% sont diplômés du supérieur. Et si vous lisez les conclusions de l'INC, l'INC arrive à faire comprendre que, ou bien informer sur les programmes, par exemple, que les programmes palliatifs que l'État, n'est-ce pas, met sur pied pour aider les jeunes. C'est que vous voulez vous débarrasser de cette affaire et la confier essentiellement au pouvoir public. Non, c'est parce que ça t'est Nous comprenons très bien. Certains veulent à tout prix accuser l'école. Mais l'État lui-même a reconnu, quand il a fait son travail de terrain, que justement cette école-là ne peut pas garantir à l'individu tout ce vers quoi il aspire en termes de profession et qui peut être posé comme on va appeler ça, qui peut être posé comme la pièce de rechange des comportements immoraux qu'il peut afficher. Parce qu'on a voulu accuser le désœuvrement. Pour dire, bon, le désœuvrement, il y a quoi? Peut-être à la qualité de la formation qui est donnée aux enfants. Mais j'essaie de faire remarquer que l'État lui-même a travaillé à mettre à la disposition de ces jeunes-là qui ne veulent pas faire l'école, parce que clairement, ils ne veulent pas faire l'école. Puisqu'à l'école, on n'enseigne pas la pornographie, tout ça. Ceux-là ne veulent pas faire l'école. Ils ne veulent pas faire l'école, c'est clair et simple. C'est-à-dire que la motivation n'y est pas. Pour rejoindre un peu monsieur, créer chez eux un supplément d'énergie pour continuer à croire que l'école est chez eux. Mais qui doit leur inculquer l'outil d'ascension professionnelle? Qui doit leur inculquer cette valeur-là, cette envie d'aller à l'école? N'est-ce pas le maître? Non. Le maître n'est pas là pour inculquer cela à l'élève. Il y a la motivation qu'il est moins turbulent, il est sérieux, on doit le devoir les faire, il est motivé d'aller au tableau corriger, il est fier d'être silencieux et lire pour la manière de lui. Mais c'est ce genre d'enfant qui constitue les châtaires. Il faut le dire clairement. Parce qu'un enfant qui a un projet professionnel, un projet de vie clair, ne peut pas s'engager dans ce genre d'activité. Et c'est pour cette raison que, peut-être on va en venir là, c'est pour cette raison que il n'y a pas de causerie éducative. Moi, je veux plutôt parler, n'est-ce pas, des conseillers d'orientation. Il y a les conseillers d'orientation, même s'ils sont peu nombreux. Parce que dans mon établissement, par exemple, c'est peut-être 2 conseillers d'orientation pour 5000 élèves, dont le ratio est de 2500 élèves pour un conseiller. Vous voyez que c'est peu. Or, ce sont les conseillers d'orientation qui ont d'abord l'information dans le domaine, n'est-ce pas, de l'insertion professionnelle. Qu'un enfant sait par exemple que si j'apprends bien les mathématiques et la physique, il y a l'école d'aviation civile de Niamey, sans publicité, qui peut m'accueillir. Je vous assure, vous parlez de fumer la chicha dans ce genre d'affaires. Mais il y a des informations, vous avez des projets qui sont logés dans les ministères qu'on connaît. Ministère d'Agriculture. Le ministère d'Agriculture à lui seul, sur les 45 projets jeunes que l'État du Cameroun a eu à mettre en route au service de la jeunesse. Quels autres projets sont logés au ministère de l'Agriculture? Mais est-ce que les enfants là sont clairement informés? Ils sont pas au courant. Donc c'est un peu pour dire que, et il faut qu'on se le dise clairement, c'est un peu pour dire que
Moi, je range à côté de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'influence de la société, c'est vrai, mais il y a aussi la démotivation. Venez à comprendre que chaque fois qu'un enfant est motivé, il ne se plaît pas dans les comportements déviants. Alors, chaque fois qu'un enfant est motivé, il ne se plaît pas dans les comportements déviants, sauf que on est quotidiennement en proie à ces comportements déviants. C'est pas marginal, c'est des phénomènes qui sont là, qu'il faut davantage décrier, même si on a finalement pu s'accorder sur la question sur cette émission avec Dr Ifoué, qu'il fallait vivement décrier ces scènes qui ont cours ensemble du triangle national. Stéphanie, on nous a parlé des conseils d'orientation. Est-ce que ces acteurs-là jouent encore pleinement leur rôle dans l'encadrement des jeunes? On a un peu comme l'impression qu'eux-mêmes sont dépassés par la situation. Avant cela, j'aimerais citer un instrument national de protection qui encadre l'éducation, notamment, est garanti dans le système éducatif. Sont de ce fait proscrits les sévices corporels et toute autre forme de violence. Voilà. Je m'arrête là pour dire, monsieur, que le fouet... On n'a pas dit. D'accord, on a compris. Maintenant, quelle est la motivation qui était poursuivie par les politiques? Permettre à ce que l'école soit plus intéressante. Ils ont considéré que l'élimination du châtiment corporel était un acte de modernisation de la vie. Merci beaucoup, Abel. Je reviens sur la finalité de l'instruction. Monsieur Abel Elibilobin, je vous ai entendu dire que l'école ne forme pas à trouver un boulot. Je vais citer cela l'article 4 de la même loi. L'éducation a pour mission générale la formation de l'enfant en prenant en compte les facteurs économiques, socio-culturels, politiques et moraux. Insertion harmonieuse. Moi, je pense que c'est... Là, c'est pas la question. Restons sur ma question. Je ne veux pas que vous... Insertion harmonieuse, ça, c'est votre commentaire maintenant. Je peux même être d'accord. C'est qu'une dimension. Ce n'est qu'une dimension de... Monsieur, vous pouvez permettre que vous êtes jeune dame puisse s'exprimer. On vous apprend la comptabilité. On ne vous apprend pas la comptabilité pour que vous soyez forcément des comptables. Voilà, merci. On vous apprend un ensemble de techniques spécifiques pour quelque chose. Maintenant, la valorisation du savoir qu'on vous a donné. De savoir si les conseils d'orientation ne sont pas un peu dépassés par la situation qui a cours. Ils étaient supposés, justement dans le cadre de la causerie éducative, comme vous l'avez dit tout à l'heure, encadrer, accompagner l'encadrement de ces enfants. Témoin, le représentant du CNAS, un enseignant. Le conseil d'orientation, dès lors qu'il réussit déjà le concours conseil d'orientation, dans sa tête, il dit « je vais juste aller m'asseoir là et puis à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Je ne me vois pas trop en train de conseiller ces enfants-là qui connaissent déjà tout. » Rares sont les conseils d'orientation qui réunissent vraiment les élèves et font leur travail. Ils sont peu, mais pour ceux qui le font bien, réussissent. Mais la majorité ne le font pas. Ils savent, c'est juste au bureau. Ils savent qu'à la fin du mois, ils ont le salaire. Donc, les conseils d'orientation n'ont plus véritablement la place. Non, s'il vous plaît. Non, monsieur le Répi, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Bertrand, ils ont plus que jamais le s'il vous plaît. Est-ce qu'on doit pouvoir redorer cette fois-ci, il regarde ce qui se passe, la place du conseil d'orientation, ou il faut l'éliminer carrément du système éducatif camerounais? Non, mais je pense que le conseil d'orientation a sa place à l'école. Mais seulement, l'enseignant vous a dit tout à l'heure que dans son établissement, il y a 5000 élèves, mais il n'y a que 2 conseillers d'orientation. Comment donc ces 2 conseillers d'orientation? Particulièrement, j'ai fait tout mon parcours, je n'ai jamais eu un entretien avec un conseiller d'orientation. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'ai jamais vu un conseiller d'orientation en face de moi. Ce que je savais, c'est qu'il y avait, un bureau où on avait écrit conseil d'orientation. Mais ce bureau-là, nous on allait en classe, il y avait des structurations là qu'il faut faire. Il faut définir une feuille de route à ces fonctionnaires du corps de l'enseignement qui sont à des postes, mais qui ne font peut-être dans les établissements. Il y a plus de conseils d'orientation qu'il y en a aujourd'hui, qu'il y ait des sessions de formation, des sessions d'entretien avec les élèves, pour que ce travail soit perceptible au regard de tout le monde. Maintenant, mis à part cela, il faudrait aussi qu'il y ait une certaine forme d'accompagnement professionnel au niveau des élèves, et des élèves qui sont des élèves à problème. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a des enfants qui ont des problèmes qui ne sont pas explicables par le commun de n'importe qui. Il faut des spécialistes pour pouvoir déceler le véritable problème et trouver des solutions.
Et il y a comme ça plusieurs autres solutions, on les envoie à l'école. Donc moi, je pense que nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons pensé à une modernisation générale du système d'éducation. Il faudrait que déjà le système d'éducation soit professionnel et professionnalisable. C'est-à-dire que l'envie de l'entrepreneuriat puisse commencer à germer dans les esprits des élèves dès le bas âge. Parce qu'on se rend compte de l'emploi. Et maintenant, il y a des programmes, d'entrepreneuriat, des programmes qui sont initiés par le gouvernement. Mais ces programmes-là ne sont pas véritablement médiatisés. Ces programmes, il y en a même qui ne sont pas connus de la plupart des jeunes. Bon, j'ai suivi, M. Rifoué dit que les jeunes ne connaissent pas ces programmes. Mais lorsqu'on met en place un programme, il faut que tout le monde ait la possibilité, sans qu'il n'y ait des réseaux de corruption et tout, d'accéder à ce programme. Alors, il faut accéder à ces programmes, mais avant, Dr Rifoué, on va utiliser un peu de votre science ce soir. Il y a une vive vague de condamnation de ces pratiques-là observées dans les établissements du Triangle national, les associations de la société civile, les politiques, les parents, bref, tout le monde est allé chacun de son sens pour découvrir. Si on vous laisse écouter la vidéo, vous allez entendre le cri de cœur des populations qui étaient là au moment où la police est descendue pour cette opération d'interpellation. Mais au-delà de cela, est-ce qu'un volet ou un côté psychologique doit être véritablement mis en place pour une prise en charge conséquente de ces enfants-là, quand on peut considérer que ces dérives peuvent avoir eu... Je comprends votre question. Hein. Bon, ils ont fauté, peut-être qu'ils ne sont plus bons pour l'école, mais... ils devraient pouvoir servir à quelque chose dans la société. Donc, effectivement... Comment c'est bon pour l'école? On a fauté ça, on peut encore être bon pour l'école. Quand on vous a renvoyé, implicitement, on vous dit que vous n'êtes plus bon. Alors que vous étiez renvoyé et que le renvoi était motivé, c'était la croix et la bannière. Bon, aujourd'hui, avec la prolifération des établissements privés, quand bien même vous avez été renvoyé, vous trouverez quand même une place quelque part. Mais c'est pour ça que je dis que, en principe, quand vous avez déjà été renvoyé, parce que vous êtes paresseux, donc pour insuffisance de résultats, ou parce que vous avez des comportements qui sont des comportements à risque, parce que quand on parle de comportements déviants, ce sont des comportements à risque. Ce qu'on craint souvent, ce n'est pas simplement que vous affichez ces comportements, c'est que vous... Davantage aggravé, le problème, c'est accentuer peut-être une situation qui aurait pu être rapidement maîtrisée aussi. Oui, mais écoutez, le Christ lui-même s'est sacrifié pour l'humanité. Hein. Donc si on isole un individu, on considère que c'est sauf pour le reste. C'est ça la réflexion de l'exclusion. On se dit non, si on met celui-là à l'écart, effectivement, les autres, c'est sauf pour eux. Mais c'est pas dit qu'il est banni. Non, ça ne suffit pas. De toutes les façons, vous n'êtes pas banni de la société. Parce qu'on vous êtes banni, on vous bannit de l'école, mais vous n'êtes pas banni de la société. Donc le sujet, c'est qu'est-ce que la société fait de vous? Elim Bilobe même a expliqué que l'école, c'est pas simplement la transmission des savoirs. La formation professionnelle, c'est aussi de l'éducation. Donc il y a des dispositifs qui vous permettent quand même d'acquérir un certain nombre de savoirs ou de savoir-faire qui peuvent être utiles, ou de créer par vous-même du travail, qui c'est pour vous ou pour les autres. Hein. Fotso Victor, il n'a pas eu de PhD, mais il a fini milliardaire. Donc vous pouvez quand même entreprendre, même si vous n'avez pas réussi à l'école. Même parce qu'ils ont des comportements qui sont des comportements à risque pour la communauté éducative. La vraie question, c'est comment on répond à ce défi, parce que c'est un défi qui se pose à la fois à la communauté éducative, mais à la société. Vous faites bien d'en parler comme on en parle aujourd'hui, mais il faut pouvoir y apporter des réponses. Et moi, on s'est exprimé ici, les causes sont multiples. Vous pouvez les analyser au niveau macro, vous pouvez les analyser au niveau méso, vous pouvez les analyser au niveau micro. Et pour chaque cause, le type de réponse que vous pouvez apporter en termes de causalité, tout ce à quoi nous pensons, ça reste des hypothèses. Il faudrait que ce soit étayé par des travaux qui confirment effectivement que ces hypothèses-là sont suffisamment solides avant même d'envisager une réponse qui soit une réponse globale. Mais en l'état actuel, moi je suis un spécialiste des sciences sociales, je ne peux pas dire
Voilà la réponse, alors qu'il n'y a pas des travaux solides qui permettent justement de conforter ces hypothèses. Alors justement, on est dans la perspective des hypothèses de solutions pour tenter de remédier définitivement, même si ce n'est pas définitivement, tout de même à cette situation. On va commencer avec vous, Raoul, le phénomène de dérive observé dans les établissements pris par catégorie peut-être, hein, puisqu'on a le phénomène d'insécurité, on a la consommation des stupéfiants, on a l'abandon parental, la promiscuité, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, mais également on a ces déviances sexuelles. Bon, les solutions ne peuvent être, vous avez déjà dit, ne peuvent pas être prises globalement. Si on part du postulat selon lequel, quand on parle de communauté éducative, quelqu'un a très bien dit, il y a les enseignants, il y a les élèves, et puis il y a le reste de la société. On va très bien comprendre qu'il y a des actions qui doivent être menées, n'est-ce pas, au niveau de la société. Et les actions ici peuvent être menées par la famille. Je crois que chacun doit travailler d'abord à comprendre que l'éducation est semblable à un investissement. Et quand on investit, on doit attendre le retour sur l'investissement. Si chacun mettait cela un peu dans sa tête, il veut comprendre qu'il ne peut pas dépenser autant d'argent, envoyer les enfants dans les écoles privées, les écoles publiques, les sacrifices qu'ils consentent, les livres, les cahiers et tout ce qu'on dit, les privations qu'ils se font, eux-mêmes les parents, pour envoyer ces enfants-là. Il veut comprendre qu'ils doivent élever leurs oreilles, si on va dire comme ça. Les parents doivent travailler et éloigner des enfants tout ce qui peut être susceptible de nuire à leur bonne éducation. Pour moi, c'est ça. Je vous ai dit ce que moi j'ai fait chez moi. J'ai enlevé les chaînes là. Tout le monde connaît les chaînes là ici. On n'a pas dansé nu, on se fait les simagris, tout cela. Alors il y a d'autres chaînes qui peuvent bien aider les enfants, n'est-ce pas, des bons modèles dans la société. Non, qui peuvent aider les enfants, n'est-ce pas, à soit une base sur laquelle les enseignants peuvent facilement travailler. Sur la manière dont on recrute des enseignants à l'école normale, on doit aussi questionner les conditions dans lesquelles ces enseignants travaillent. Parce qu'il faut le dire, hein, vous savez quand même que depuis la coupe sombre des salaires dans la fonction publique, les salaires de certains corps de métier, je ne vais pas les citer ici parce qu'on va tout dire que nous sommes un peu en train de faire toujours dans une nostalgie agressive. Bon, certains salaires ont été restaurés. Celui des enseignants, toujours à l'état, on avait laissé, je crois qu'on avait divisé le salaire par 3. Et nous connaissons les contraintes qu'il y a à faire ces métiers-là. Et vous savez, quand les enseignants sont démotivés, même une règle, un décret ou bien une circulaire de remise à l'ordre, comme j'ai lu dans les réseaux sociaux, on demande aux enfants d'aller travailler, c'est vrai, on va travailler, mais il y a une différence d'aller à l'école et être à l'école. Donc, moi je crois qu'il faut aussi réfléchir sur les conditions de travail des enseignants. Les enseignants sont très mal à l'aise dans ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut voir aussi la question de la promiscuité. Si on parle du côté des élèves, il y a la promiscuité. Les effectifs sont pléthoriques et ils deviennent difficiles, n'est-ce pas, pour les enseignants en charge des questions de discipline, par exemple, de suivre ces enfants de manière efficace, à renseigner les enfants et les familles suffisamment sur les contenus pédagogiques qui peuvent les aider, n'est-ce pas, à avoir un esprit un peu plus large et savoir exactement, de créer chez eux un surplus de motivation pour être à l'abri de tout ce qu'on a cité ici. Je voudrais aussi dire que l'État doit travailler, bon, les conseils d'orientation, je vais encore les interpeller, il doit travailler à renseigner suffisamment les enfants, bien le reste de la communauté éducative, sur des mesures palliatives que l'État a eu à prendre, n'est-ce pas, pour permettre aux jeunes une insertion sociale et professionnelle qui, à la portée de la main, les cigarettes, l'alcool, la chicha, tout cela, deviennent des solutions de rechange. Moi, je crois que c'est très dangereux et puis il faudrait vraiment qu'un regard attentif et sérieux soit porté sur ces questions. Alors, un regard attentif doit être porté sur ces questions. On a évoqué la question des parents qui ne jouent pas pleinement leur rôle. Mais lorsque vous êtes parent et que vous voyez une scène comme ça, et là-dedans, vous reconnaissez votre enfant, quelle peut être votre posture? Les mots me manquent. En qualité de parent, ça ne passe même pas. Je ne vois pas. Est-ce que lorsque vous voyez que vous dites que ça ne passe pas, vous ne vous remettez pas en question en vous disant que peut-être j'ai manqué le coach, j'ai peut-être manqué quelque chose dans l'éducation de mon enfant? Effectivement, dès l'entame, j'ai dit ceci, nous recevons 3 types d'éducation. L'éducation parentale, l'éducation donnée par l'enseignement et l'éducation du monde. L'éducation d'un enfant, la base de l'éducation d'un enfant, ce sont les parents.
c'est le parent qui se doit d'assurer l'éducation de l'enfant. Si l'éducation rate, certes, les deux autres secteurs ont une part, mais la haute responsabilité revient aux parents. Donc, les parents doivent être ceux qui cajolent, caressent les enfants, doivent être ceux qui sont sévères, stricts et des donneurs de valeur. Nous sommes dans une société qui se veut, une société moderne, et l'enfant a cette capacité à pouvoir mieux comprendre ce que dit son parent sans toutefois passer par le châtiment qui est le fouet. Oui. Dès lors qu'un parent prend du temps, consacre du temps pour son enfant, forcément cet enfant sera quelque chose. On constate de nos jours la prolifération des mamans la maman qui est la personne garante de l'éducation de l'enfant, finit son travail à 19 h, confie l'éducation plutôt à la domestique. Comment est-ce que cet enfant peut être un produit social, un bon produit social, dès lors que l'enfant est déjà endormi et décide de confier l'éducation soit à la domestique, soit à l'enseignant? Certes, l'éducateur a son rôle, parce que c'est un éducateur, c'est d'abord un parent, celui qui éduque avant d'instruire, mais la faute revient aux parents. C'est aux parents de dialoguer.